Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de One Night Stand 2007. Donc le pay-per-view qui suivait Judgment Day. Donc justement c'est la petite réflexion que je me suis faite avant de démarrer le pay-per-view. Après WrestleMania qui était un show, on va dire in-ring un peu en dessous des autres WrestleMania. Après Backlash qui est mon pay-per-view mineur préféré. Et après Judgment Day qui est un de mes pay-per-view mineurs que je teste le plus. Qu'est-ce que One Night Stand 2007 allait nous réserver, surtout que j'avais pas de très bons souvenirs. Eh bien, au fond, maintenant que je l'ai vu, je peux un peu répondre à cette question. C'est un peu le même pay-per-view que Judgment Day, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, il est totalement différent, mais en termes de temps, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a des matchs qui sont mauvais et beaucoup de matchs qui durent pas assez longtemps, selon moi. Encore une fois, tout comme Judgment Day, c'est le match pour le titre par équipe, donc détenu par les Hardys. Encore une fois, donc les Hardys qui font le match le plus long, avec 17 minutes, et sinon on se retrouve avec des matchs entre 2 et 12-13 minutes. Donc c'est un peu une déception. Il y a encore un autre match qui va se mettre un peu plus en valeur, mais pour moi c'est quand même une déception. Je vais en parler un petit peu plus, surtout que pour moi la première moitié du pay-per-view était très bonne et je m'attendais à ce que ça atteigne un 8 sur 10. Et finalement ce sera tout l'inverse parce qu'il y aura des matchs déchets. Des matchs déchets ou des matchs bouche-trou, j'appelle des matchs déchets, des matchs qui sont là juste pour le divertissement ou pour faire rire, et moi personnellement ça me plaît pas parce qu'on voit rien. Et en règle générale, quand on a des matchs déchets, il faut que les main events se rattrapent, ce qui n'est pas le cas, mais je vais m'expliquer maintenant. Donc le premier match c'était Rob Van Dam contre Randy Orton dans un stretcher match. Alors oui, je ne l'ai pas précisé. Qu'est-ce qui rend le tout mieux selon moi, même si la note sera pratiquement la même que celle que j'attribue à Judgment Day 2007. Qu'est-ce qui rend le tout meilleur dans ma tête, c'est que tous les matchs sont des matchs à stipulation. Alors certes, il y en a qui sont pas très bien adaptés pour un pay-per-view comme ça, mais ça rend le tout plus fun quand même, et c'est pour ça que je le mets, en tout cas dans mon cœur, bien plus haut que celui de Judgment Day, même si la note, comme j'ai dit, reste pratiquement la même. Donc Rob Van Dam contre Randy Orton, encore une fois, si je regarde là, c'est parce qu'il y a mes notes. Donc j'ai marqué que c'était un très bon match, donc ça m'a étonné en bien. Pour un opener, ça a été assez fun, j'ai trouvé surtout que la rivalité, donc surtout la gimmick de Randy Orton à cette période-là et depuis plusieurs mois maintenant, c'était qu'il blessait, donc c'est le Legend Killer, donc il blessait les légendes. Et là, Rob Van Dam en fait avait subi déjà une mini commotion cérébrale de la part de Randy Orton. Donc Rob Van Dam va dominer la première partie du match et finalement Randy Orton va lui porter ne serait-ce que un ou deux coups dans la tête bien placés dans la tempe. Et la commotion cérébrale de Rob Van Dam va revenir un peu de la même manière que la commotion ou comment ça s'est déroulé le match entre Randy Orton et Shawn Michaels dans le pay-per-view précédent qui était Judgment Day 2007. Donc je trouve que c'est assez bien foutu quand même, il faut le préciser. Avec Shawn Michaels c'était mal fait, ça n'avait pas duré assez longtemps et ça m'avait déplu. D'ailleurs c'est une analyse qui commence à dater maintenant. Pour la petite anecdote, je l'ai fait en décembre 2015 mais je vais la poster bien plus tard. Je pense que je vais faire comme ça, hein, juste pour une parenthèse. Je regarderai des pay-per-view, je ferai les analyses et je les mettrai en privé et je les mettrai donc en public lorsqu'il y aura de la place sur ma chaîne, que ce soit même en 2017 et que je l'ai fait maintenant en 2015. Donc il faut plus maintenant regarder au niveau de la date, je l'ai fait un peu quand je veux. Donc bref, c'est vraiment quelque chose, un schéma de match que j'ai vraiment bien apprécié parce que ça rend le match fun au lieu d'avoir un match comme avec Shawn Michaels où vraiment Shawn Michaels c'était un déchet au sol et finalement Randy Orton avait remporté le match par forfait si je me souviens bien. Là c'est totalement différent et pour moi ça m'a bien plu. Du coup le match est assez lent, forcément Rob Van Dam doit bien vendre le fait qu'il ait une commotion alors que c'est faux. Et du coup le match est assez lent mais c'est quand même très appréciable, je vais pas non plus trop le sanctionner justement par rapport à ça. J'ai mis que Orton était quand même le meilleur à ce moment-là au niveau de la fédération, j'adorais le personnage d'Orton. Vraiment c'est un peu un gâchis ce qu'ils ont fait par la suite. Alors certes Orton a toujours été un bon lutteur et a toujours une bonne gimmick, mais je préférais son côté Legend Killer que son côté schizophrène avec les voix dans la tête, même si c'était très bon selon moi. Et j'ai mis que le finish était assez mauvais, donc je vais essayer de faire différemment maintenant dans mes analyses et vous dire comment s'est déroulé la fin des matchs. Donc en fait, vu que c'est un stretcher match, je le rappelle si jamais les gens ne s'en souviennent plus, il faut donc amener son adversaire qui est KO sur une civière et lui faire passer une ligne qui est sur la rampe d'accès au ring. Et finalement, en fait, Randy Orton pousse Rob Van Dam qui est KO, effectivement, vu qu'il vend sa commotion cérébrale. Il lui donne des coups de poing avant de passer la ligne. Et finalement, Rob Van Dam va contrer ses coups de poing, va mettre un coup de pied dans la tête de Randy Orton qui va tomber sur la civière. Rob Van Dam va, il va descendre la civière, il va le pousser tant bien que mal. Et ça va se terminer comme ça, quoi. Alors que Randy Orton avait dominé la plupart du match, tout simplement.
Et j'ai mis quand même que l'après-match rattrape le tout, vu que Randy Orton finalement attaquera Rob Van Dam et le blessera un peu comme dans sa période punking, mais là c'est un coup de pied dans la tête plutôt lorsque Rob Van Dam était sur l'apron du ring, et un DDT depuis la barricade, donc c'était quand même pas mal. Donc victoire de Rob Van Dam à la surprise générale, donc j'ai mis que c'était un bon match. En voyant la suite, j'aurais peut-être pu donner plus, mais j'ai mis 7,5 sur 10, ce qui est quand même déjà pas mal. Deuxième match, le Sandman, Tommy Dreamer et CM Punk affrontaient Marcus Corbin, Matt Striker et Elijah Burke dans un Six-Man Tornado Tag Team Tables match. Donc voilà, déjà ça vous dit un peu ce qu'étaient les situations extrêmes en 2007, qui étaient considérées comme moins bonnes que l'Attitude Era, et c'est toujours mieux que ce qu'on nous propose maintenant dans les Extreme Rules pay-per-view. Donc bref, déjà retour du Tornado, enfin retour non, mais on voit plus ça en ce moment. Je suis désolé, un Tornado ça passe beaucoup plus qu'un normal. Voilà, ça c'est déjà mon petit coup de gueule. Donc j'ai mis que c'était kiffant, donc ça bougeait de partout, forcément c'est un Tornado Tag Team Match. Le match n'est pas super long non plus, je l'ai quand même précisé, il doit durer 8 minutes à tout casser, donc là je l'ai un petit peu sanctionné quand même. Mais voilà, ce que j'ai mis, c'est qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, donc ça bouge vraiment partout. C'est même pas forcément comme des Fatal 4-Way où d'abord on va avoir c'est du 1 contre 1 et un autre 1 contre 1 en fait. Bien souvent comme ça, la construction elle est faite comme ça dans ces Fatal 4-Way match. Ou alors, justement dans cette situation-là, il y a une situation qui se passe au ring, et dès que cette situation s'est finie sur le ring, c'est les deux autres qui enchaînent à l'extérieur du ring. Là, pas du tout. On a plusieurs situations entre les 6 hommes, et ils se donnent des coups tous en même temps. On va pas attendre que 2 personnes aient fini de se tabasser pour enchaîner sur une deuxième, sur 2 autres personnes, pour que le public ait le temps de tout voir. Non, là, on n'a rien à foutre. C'est l'extrême bordel. Pas possible, non, vraiment, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai mis 7,5 sur 10. La fin du match s'est terminée lorsque CM Punk a sauté à travers une table sur Elijah Burke ou Matt Striker que Tommy Dreamer tenait. Je crois même que c'était les deux d'ailleurs. Donc victoire des Faces. Donc un très bon finish pour moi. Concernant la note, j'ai mis 7,5 sur 10 comme le premier. C'est vrai que le premier j'aurais pu mettre plus. Troisième match et le meilleur de la soirée, très clairement selon moi. Donc c'était les Hardys qui défendaient leur titre par équipe contre la World's Greatest Tag Team. Donc Shelton Benjamin et Charlie Haas. Et mon dieu, c'est vrai que cette équipe me manque, donc j'ai pas forcément... je vais parler de Charlie Haas maintenant. Je trouve que Charlie Haas, il était très bien en équipe avec Shelton Benjamin, mais je l'imaginerais bien en équipe avec Dean Ambrose, donc je sais pas pourquoi. Et je vais faire un lien avec... c'est vrai que je l'ai pas marqué en dessus, mais avec le deuxième match en fait, Marcus Corbin, déjà je crois qu'il est à la retraite depuis 2007, donc peu de temps après ce pay-per-view là, je crois qu'il a été à la retraite. Mais je trouve que c'est un sosie de Biggie Langston, et je les imaginerais bien les deux en équipe, voire même Marcus Corbin intégrer les New Day aujourd'hui. Ou les New Day en tout cas en décembre 2015, je sais pas si ça existera toujours. Je sais pas, ce sera en mai ou en juin 2016, je pense que paraîtra cette vidéo. Mais en tout cas, je l'imaginerais bien avec les New Day, donc c'est dommage qu'il ne soit plus là, surtout que c'est un peu une machine ce mec. Je pense qu'il a été trop sous-estimé et qu'il ferait du bien aujourd'hui alors qu'il y a moins de lutteurs. À cette époque-là, il y avait plus de lutteurs. Bref, le match donc pour les titres par équipe qui était d'ailleurs un ladder match. Donc j'ai mis que c'était un match énorme, rempli de spots. Donc il y a énormément de choses. Les 4 lutteurs donc font un boulot fantastique. Shelton Benjamin s'en reprend plein la gueule, donc on a un peu le même système qu'à WrestleMania 23, je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait l'échelle qui était mise sur la barricade et sur l'apron du ring, où Jeff Hardy avait sauté sur Edge qui était sur l'échelle. On a un peu cette même situation là avec Shelton Benjamin qui tombera deux fois sur cette échelle, donc vraiment il s'en prend plein la gueule, mais gros big up pour lui quand même. Ce mec était fou et je le regrette amèrement aujourd'hui de pas avoir su profiter plus de ces matchs à l'époque. Mais j'aimerais bien qu'il revienne franchement. Charlie Haas un peu moins, je dois l'avouer, mais Shelton Benjamin j'aimerais bien. J'ai mis un match totalement dingue, mais avec quand même quelques défauts. Il y a énormément de botch, je pense que c'est un peu le seul défaut qu'on peut lui donner, vraiment un gros défaut. Et il y a un autre petit défaut, c'est qu'il y a un peu un faux rythme dans la première moitié du match, on va dire, mais vraiment, c'est les seules deux petites choses que je peux dire, sinon le match est parfait. Donc j'ai mis 8,5 sur 10 quand même, parce que ça a le mérite d'avoir cette note-là, et c'est la meilleure note du pay-per-view. Voilà, donc j'étais très bien emballé après ces 3 matchs-là, et puis on a eu le 4e qui m'a bien séché, donc... voilà, le 4e, le 5e sera de nouveau bon et les 3 derniers seront un peu merdiques. Donc le 4e c'était Kane contre Mark Henry dans un Lumberjack match. Donc j'ai mis que c'était un match brutal. Mais c'est tout. Je veux dire qu'il n'y a pas grand chose de plus, il n'y a pas grand chose à voir. En plus il y a plusieurs incohérences selon moi, enfin ce que je définis comme incohérence. Premièrement, Kane va faire un choc slam
donc je vais carrément vous dire la fin du match, fait un choc slam sur Mark Henry après un bon petit match brutal, enfin bon non mais un match brutal ça c'est sûr, en tout cas avec des prises assez fortes j'ai trouvé malgré que ça manquait énormément de rythme. Donc il va faire un choc slam sur Mark Henry après avoir essayé une ou deux fois avant et là il le réussit. Il allait faire le tomber mais il y a Kenny Dijkstra et Chavo Guerrero qui étaient deux bûcherons à l'extérieur du ring qui attaquent Kane. Donc déjà la première incohérence, pourquoi est-ce qu'ils interviennent maintenant et pourquoi que eux deux? En règle générale il y a souvent tous les bûcherons qui viennent et ça finit en bronca général, enfin bref. Première incohérence. Puis après ça, donc Mark Henry va se relever et faire une prise de soumission qui s'appelait le B-Hug je crois, donc c'est la prise de l'ours. Je sais plus si c'est Hug, câlin de l'ours, enfin bref. C'est pas important, donc le match va se terminer comme ça avec Kane qui tombe dans le coma. C'est sérieux quand même. Donc on se retrouve avec un match juste merdique. Voilà. Sinon il y a eu quand même un bon spot lorsque Kane saute depuis la troisième corde sur Mark Henry et sur d'autres bûcherons à l'extérieur du ring. Sinon j'ai mis que le rythme était catastrophique. J'ai déjà dit que le public était absent. C'est pour ça que j'ai mis la note de 4,5 sur 10. Seul le spot en fait et le fait que ce soit un lumberjack match avec les bûcherons et le fait qu'on voit d'autres lutteurs qui me manquent d'ailleurs aujourd'hui fera monter cette note à 4,5, mais je me trouve encore beaucoup généreux sur ce point là. Cinquième match, donc un match pour le titre de la ECW, pardon, j'ai eu un bug dans un Street Fight match. Donc Vince McMahon affrontait Bobby Lashley, donc Vince McMahon défendait son titre de la ECW, il était accompagné par Shane McMahon et Umaga comme par hasard. Donc là, cette énorme rivalité se terminait avec ce match-là. Et je me suis dit, après leur match à Backlash qui était excellent, et la blague qu'ils nous ont offert à Judgment Day 2007, qu'est-ce que ça allait donner? Et finalement, la rivalité, pour moi, se finira sur une bonne note. C'est le dernier bon match, en guillemets, du pay-per-view. J'ai mis qu'il était assez plaisant, malgré le fait qu'il soit pas très poussé niveau in-ring. Par contre, le match qui commence avec un botch de Lashley, je vais en parler tout de suite. Donc forcément, le match, c'était Lashley contre Vince McMahon, donc ils étaient les seuls sur le ring. Et Shane McMahon et Umaga regardaient le match depuis l'extérieur du ring. Et Bobby Lashley, dès que la scène commence, il saute par-dessus la troisième corde. Il voulait sauter sur Umaga, mais il le loupe. Je suis là, génial, ça va être pire qu'à Judgment Day. Non, finalement, pas du tout. Le match est majoritairement dominé par les heels, forcément, vu que c'est un match sans disqualification, vu que c'est un street fight match. Umaga et Shane McMahon vont intervenir durant tout le match. C'est totalement normal, même si ça peut saouler certains d'entre vous à l'époque. Et ça a pu me saouler moi aussi, je m'en souviens. Grosse, on va dire, domination de la part des heels avec en plus un spot intéressant. Shane McMahon qui saute sur Bobby Lashley à travers la table des commentateurs, donc c'était un très très bon spot. Ce sera un match bien brutal et finalement le match se terminera lorsque Umaga va faire un Samoan Bulldozer sur Bobby Lashley et va le maintenir donc assis dans le coin du ring. Shane McMahon va apporter une poubelle pour faire son coast to coast et finalement Lashley va s'enlever et c'est Umaga qui va recevoir la poubelle depuis l'extérieur du ring. Lashley va se réveiller, va faire un spear à Shane McMahon et un spear à Vince McMahon. Il fait le tomber et il remporte le titre de la ECW. L'après-match, donc première bonne chose avant de parler de l'après-match, c'est que Bobby Lashley, en tant que champion de la ECW, c'était normal qu'il regagne son titre. Et après le match, donc il va refaire un deuxième spear à Vince McMahon, un peu pour dire tu m'as assez emmerdé durant ces derniers mois. Donc on va en terminer comme ça. Donc pour moi c'était un bon petit match, je mettrai la note de 8,5 sur 10. Ce qui en fait le deuxième meilleur match à mon sens de la soirée. Ensuite, sixième match, Melina affrontait Candice Michelle dans un pudding match. Alors pudding match, je savais plus ce que c'était. En fait, vous vous souvenez un peu là, c'était quoi le match entre Stephanie McMahon et Vicky Guerrero dans le dernier match de Vicky Guerrero dans une piscine remplie de merde où il y avait aussi Vicky Guerrero contre Santina Marella où il y avait des cochons et de la bouse. C'est un peu le même genre mais avec du chocolat. Donc déjà, bonjour le gaspillage de la nourriture. Donc première chose, bon bref, on va pas s'étendre là-dessus. Et je vais rien dire, en fait Candice Michelle gagne le match par soumission, donc le titre de Melina féminin n'était pas, le titre féminin de Melina plutôt n'était pas en jeu. Donc Candice Michelle gagne par soumission après avoir étouffé ou après avoir essayé de noyer Melina dans le chocolat. Jamais j'aurais pu penser dire ça dans une de mes analyses, je vais pas en dire plus. Franchement, je regrette le Melina Mickie James de Backlash 2007 quand je vois ce genre de match là. Et je suis même content de voir Charlotte championne aujourd'hui en décembre 2015. Donc je mets 3 sur 10 tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il y a Melina qui lance du chocolat sur le public. Et j'étais content comme un gamin quand j'ai vu ça. Donc je mets 3 points symboliques à cette action. Mais ça vaut clairement pas ça. Pour moi, ça vaut un petit 0,5 sur 10. Mais je mets 3 parce que je suis quand même gentil. Et que j'ai pas trop envie de couler la note du pay-per-view. Septième match, donc c'était Edge qui défendait son titre poids lourd contre Batista dans un Steel Cage match.
Donc premièrement, c'est un match qui manquait cruellement de rythme, donc c'est le plus gros défaut du match. Les prises s'enchaînent, mais avec de gros contretemps, on va dire, entre chaque prise, donc c'est vraiment un truc qui m'a déplu. Cependant, Batista et Edge arrivent à nous donner quelques bonnes prises, notamment la superplex de Batista sur Edge depuis le haut de la cage. Ensuite, j'ai mis le match se termine alors que Edge a essayé de partir de la cage, donc il escaladait la cage. Batista l'en empêche et il revient, donc ils reviennent les deux debout sur la troisième corde. Et finalement, Edge va porter deux fois une espèce de low blow avec son pied, avec le talon, son talon gauche si je m'en souviens bien. Et donc ça va faire perdre équilibre à Batista qui va tomber encore une fois sur la troisième corde à l'entrejambe. Donc le mec il en peut plus après un match de 12 minutes, c'est vrai qu'il est asthmatique. Il peut pas vraiment faire plus, non, j'embête, vraiment. Mais c'est vrai que 12 minutes pour un match comme ça, pour moi, c'est trop court. Mais bref, Batista va finir par ramper au niveau de la porte de la cage pour essayer de sortir. Tandis que Edge va escalader la cage et finalement Edge touchera le sol avec ses pieds, donc pas avec les mains, 7 secondes avant Batista. Donc Edge va conserver son titre poids lourd. Voilà, j'ai été un peu déçu de ce match-là, je m'attendais à mieux, surtout que c'est un Steel Cage match, même s'il est quand même largement meilleur que le match qu'ils nous ont proposé à Judgment Day. Par contre, donc je mets 7 sur 10, première chose pour la déception. Et autre chose, Edge porte un string. Donc je vous invite à aller regarder ce match, donc Edge contre Batista dans un Steel Cage match à One Night Stand 2007. Et vous verrez que vers la fin, Edge porte un string. Je ne comprends pas, what the fuck. Et enfin, le main event, John Cena défendait son titre de la WWE contre The Great Khali dans un Falls Count Anywhere match. Donc j'ai mis que ce match était trop court, trop lent, public pas assez présent. Mais après, c'était un Falls Count Anywhere match, j'adore ce genre de match, un peu du même style que Jeff Hardy ou Umaga, même si ça n'atteint pas du tout ce match-là. Mais je dois avouer que le fait que le match se passe majoritairement à l'extérieur du ring et même dans le public, ça rend le tout assez fun. Voir John Cena se faire maltraiter par un Khali qui n'est pas très bon ring, mais qui est quand même crédible en tant que challenger. C'est dommage à dire, hein, mais c'est comme ça. Ça aura rendu le tout assez fun et j'ai quand même plutôt apprécié. Alors certes, c'est une petite surprise parce que moi, quand on me dit Cena Khali en 2007, je m'attendais vraiment à mettre un 4 sur 10. Finalement, j'ai mis 7. Je suis surpris, mais c'est de loin pas un match ouf, hein, je vous le dis clairement. Et le finish, donc John Cena arrive à conserver son titre de la WWE après avoir fait un FU, Attitude Adjustment sur Khali. Depuis une grue, donc la chute est quand même assez haute pour Khali, surtout que vu la surface ça a dû faire beaucoup plus mal. Non, sérieusement, c'était la première fois que Cena arrivait à apporter un FU sur Khali à ce moment là. C'était assez impressionnant pour l'époque et je m'en souvenais encore aujourd'hui. Donc je mets 7 sur 10, mais je suis encore une fois assez généreux. Donc finalement on se retrouve avec un pay-per-view qui a deux très très bons matchs, en l'occurrence le match pour le titre de la SCW et pour les titres par équipe. On a deux autres matchs potables, donc l'opener entre Randy Orton et Rob Van Dam, ainsi que le Six-Man Tornado Tag Team Tables match. Voilà, je vais réussir à le dire. Et on se retrouve avec une déception, Edge contre Batista. Deux matchs clowns que sont, alors attendez, donc c'est Candice Michelle contre Melina et Kane contre Mark Henry, mon cerveau l'avait déjà zappé. Et Cena Khali qui est potable, mais ça ne mérite pas un match en pay-per-view, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, Judgment Day, j'avais quand même vraiment détesté, No Way Out aussi, Unforgiven aussi. Il n'y avait pas vraiment de match que j'avais mis en dessus. Et là, j'arrive à mettre des matchs en dessus, mais ça a quand même la même note. Pourquoi? Parce qu'on a un Melina contre Candice Michelle qui fait du 3 sur 10 et Kane contre Mark Henry qui fait du 4,5 sur 10. Il faut quand même vous dire que vous enlevez ces deux matchs-là, il n'y a pas un seul match en dessous de la note de 7. Vous voyez, c'est ce que je reproche à la WWE, mettre des matchs déchets ou des matchs bouche-trou comme je le dis, c'est bien. Il faut savoir assurer dans les main events et là le Edge Batista et Cena Khali n'arrivent pas à rattraper les erreurs que sont Melina contre Candice Michelle et Kane contre Mark Henry. Et forcément la note finale c'est 6,7 sur 10, la même chose qu'un Unforgiven 2007 et 0,1 point en plus que Judgment Day 2007. Donc oui, pour moi ce pay-per-view là je l'ai quand même largement plus aimé que les deux que je viens de vous citer. Et pourtant, il a quasiment la même note. Donc voilà, je ne pardonne pas les matchs déchets pour moi. Il faut savoir les rattraper. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous donneriez comme note à ce pay-per-view, à me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Et nous, on se retrouve donc, je sais pas quand, en fait, tout simplement parce que je sais pas quand la vidéo sortira. Mais je pense qu'on se retrouvera potentiellement pour le SummerSlam 2016 ou quelque chose comme ça. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.